bienvenue à vous sur la chaîne YouTube de Moto Magazine. Alors nous sommes ici avec François pour vous parler des nouveautés du Salon de Milan. Et ça peut paraître étonnant parce que d'habitude vous nous voyez au pied des motos en train de parler des nouveautés. Mais cette année on a décidé de faire un nouveau format, un format plus émission, ce qui nous permet de pouvoir discuter, échanger sur les modèles et donc d'avoir un peu plus de recul par rapport aux nouveautés. Donc voilà, donc j'espère que ce nouveau profil d'émission va vous plaire. Donc n'hésitez pas à commenter à la fin. Voilà, donc Salon de Milan, nouveauté 2019. Il y a eu pas mal de nouveautés, plus qu'à Cologne même pour être franc. Ce que je vous propose, et ce que je te propose François, c'est de commencer par les nouveautés Honda. Parce que a priori, pas mal de trucs chez Honda. Ouais, pas mal de trucs et on était un peu sur notre fin à Intermot et donc là avec ça commence plutôt pas mal avec toute la série des 500, les petites motos natives A2 qui évoluent. Alors c'est léger mais c'est quand même intéressant. Au niveau du moteur, on reste sur un moteur A2 donc 48 chevaux, mais ils ont réussi à travailler un petit peu le couple et la puissance à mi-régime, donc ça les rendra un petit peu plus expressives. Ils ont aussi bossé sur l'instrumentation, l'ergonomie, donc on se retrouve avec un compteur qui est LCD maintenant, donc bien plus beau. Ils ont aussi rajouté un embrayage anti-dribble. Il y a quelques modifications au niveau de l'admission, de la distribution, de l'échappement. Donc voilà, donc pas mal de nouveautés sur cette petite Honda. Alors, ils sont pas attaqués uniquement au Roadster, ils ont aussi changé le modèle X, donc qui est le trail en fait, et là je trouve qu'ils ont fait un truc sympa. C'est celle qu'on voit là, c'est ça? C'est celle-là, exactement. Ouais. Moi c'est ma préférée celle-là. Et moi aussi en fait, elle avait disparu un temps donné du catalogue Honda, ils l'ont ramenée il y a quelques années, et puis maintenant c'est celle qui est la plus vendue, et cette année elle évolue pas mal, puisqu'en fait elle gagne une jante de 19 pouces, donc elle s'africatouise un peu, elle gagne un petit peu en protection aussi, donc voilà, et puis il y a aussi, on voit là, Ouais, d'ailleurs l'instrumentation c'est LCD ou TFT ça? LCD? Alors ça c'est LCD, c'est en couleur, c'est pas un TFT, hein, mais on a vraiment l'impression d'avoir un TFT en fait. C'est pas mal, ouais. Ouais, c'est bien fait. C'est le format télé rectangulaire carré qu'ils font tout le temps maintenant. Bientôt on mettra son smartphone parti comme ça. Et ça c'est un modèle en fait qu'on va retrouver sur toute la gamme Honda, tu vas le voir juste après là. D'accord. Et ils ont aussi fait évoluer la CBR, donc là c'est essentiellement le carénage. Bah écoutez, petite tête sympa, hein. Bon, c'est des motos qui se vendent encore pas trop actuellement, mais bon, pour débuter c'est vraiment un bon plan. A2 aussi ça? Ouais, A2 aussi, et surtout sur ce modèle là, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont un petit peu plus descendu les guidons. Donc la position est encore plus sportive, ils ont affiné la selle, le carénage un peu plus large. Donc, mais c'est vrai qu'elle a une gueule comme ça, là, rouge, noir. On dirait c'est une petite CBR, hein, mais elle ressemble vraiment à la 1000. Ouais. Par contre, malgré que ça soit une sportive, les freins pareil que les modèles F et modèles X. Exactement. D'accord. Ouais. Partie cycle, en fait tout est identique. Non. Par le carénage. Alors c'est bien que tu m'en parles parce que sur la partie cycle, la seule chose qui change c'est l'amortisseur arrière. Il est toujours réglable en précharge. À l'avant c'est réglable en précharge aussi, donc c'est quand même des suspensions qui sont d'assez bonne qualité. Et donc ils ont encore revu l'amortisseur à l'arrière, donc ça devrait être encore mieux. D'accord. Voilà. Ok. Bon, 650. Ouais, 650 aussi ça bouge. Alors tu te rappelles de la CB Miller? On a fait des comparos avec cette moto. On a fait l'île de Man avec, il y a très longtemps. Ouais. Mais alors, la dernière, la CB1000 R+, avec le style Néo Café, Néo Sport Café, et ben voilà, ça y est, la CB650R qu'on avait vu en prototype au Salon de Paris. On reconnaît bien le style Néo Sport Café, c'est clair. Et ben voilà, maintenant elle arrive, elle sort, hein, donc elle sera déjà en vente le mois prochain, début janvier en fait. Elle évolue vachement au niveau du style. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'elle perd 5 kilos. C'est quand même pas rien, hein, ça la ramène à 202 kg avec les pleins. Donc elle conserve le 4 cylindres. C'est un peu la seule maintenant sur segment, hein. Je pense que, je sais pas, ça te rappelle pas un petit peu la Bandit 600, la Hornet? Moi ce que j'aime bien c'est les 4 flûtes d'échappement là, ça c'est assez sympa. C'était déjà sur le modèle précédent. Ouais, ça j'aime bien. Et c'est A2 ça ou pas les 650? Alors ça l'était pas, et cette année ça y est, et heureusement parce que c'est vraiment un modèle qui s'adresse à ces gens-là. Ce qu'ils ont fait aussi, donc l'instrumentation, tu l'as vu, c'est la même que les petites 500. Tu fais les couleurs, ouais. Et puis la fourche, ils ont rajouté une petite fourche inversée, je vois ça, avec un freinage radial. Donc voilà, donc maintenant c'est un petit peu au niveau de la concurrence. Voilà, le prix devrait rester contenu, environ 7 000 €, dispo en janvier. Voilà, et puis
Ah ouais. CBR 650R, c'est ça? C'est ça, la CBR 650R, donc exactement les mêmes évolutions, mais avec un carénage comme la 500 qui ressemble à la 1000. Voilà, affiliation. Ouais, non, jolie petite moto, sympa. Ça devrait tourner dans les 8 000 €, et pareil, déjà dispo en janvier. Honda, ils font fort là-dessus. C'est une des marques qui propose ces modèles les premiers à la vente. D'accord. Bah bien. Voilà pour les Honda. Alors, petite précision sur les Honda, j'ai vu aussi que la CBR 1000 RR et la SP ils changeaient 2-3 trucs, vraiment pas grand chose. On l'a reçu vraiment au dernier moment. Ils ont affiné l'électronique, et ce qu'ils ont fait, c'est que avant sur les CBR 1000 RR, il y avait le traction control et le control wheeling qui étaient couplés. Maintenant, ils les ont désaccouplés pour plus de finesse de réglage, et ils ont affiné la cartographie. Donc on vous en parle pas trop en détail, mais CBR 1000 RR et RSP, c'est ça le modèle pointu de la CBR 1000 RR. Voilà, ils ont fait 2-3 modifs électroniques, sinon le style reste le même. Voilà pour les Honda. Moi je vais vous parler des Kawasaki. Alors Kawasaki, ils ont pas mal cartonné là, parce que des évolutions, des nouveaux modèles et des retours pas vers le futur, mais quand même vers le futur passé, puisque la W800, tu te rappelles bien de la W800? Ouais, j'ai adoré cette moto. Ouais, jolie petite gueule, bicylindre longue course, distribution par arbre et couple conique. Une moto, d'ailleurs, ça a été une des premières néo-rétro, parce qu'elle est sortie il y a plus de 20 ans. Exactement, ils étaient précurseurs. Exactement, elle avait été présentée, alors pour les plus anciens, Coupe Moto Légende en 1999, pour être précis. Donc, elle était sortie pour cause de non Euro 4, et vu le succès des néo-rétro, Kawasaki s'est dit, on va quand même bosser dessus. Donc voilà, c'est vrai qu'elle a pas vraiment changé au niveau esthétique. Moi, franchement, les couleurs, j'aurais préféré quelque chose de plus acidulé. On a des couleurs sombres, mat, c'est pas terrible. Et puis on arrive à le voir, comme elle est passée Euro 4, elle a un ABS, donc elle a un gros boîtier d'ABS. Comme ils savaient pas où le mettre, ils l'ont mis devant la culasse, entre la culasse et le cadre. Ouais, ça fait une grosse boîte, ça c'est un peu c'est pas terrible. Au niveau technique, alors, ils annoncent 90% de nouvelles pièces. Bon, ça c'est à vérifier. Surtout, bon, le plus gros truc c'est Euro 4, donc ABS, frein à disque à l'arrière. Donc maintenant la W800 elle a un frein à disque à l'arrière, et elle a un éclairage full LED. Donc voilà pour les évolutions de la W800, juste pour se mettre aux normes. Deux modèles. Modèle qu'ils appellent la Street, donc qui est la W800 qu'on connaît, et un modèle qu'ils appellent la Café, donc voilà, Café, la petite bulle, c'est voilà, ça, Café à racer. Donc voilà, donc nous on est super contents du retour de la W800, parce que c'est des motos simples, faciles à rouler, qui coûtent pas cher. Bon, alors qui coûtent pas cher, je me suis peut-être un peu emballé, parce que ils annoncent 10 000 €. Alors, c'est sûr que par rapport à l'inflation générale, mais pour une moto qui a 20 ans, qui a... Ah, puis il y a de la concurrence. Voilà, 35 kW. Donc ça fait 35 kW, ça fait 46 chevaux, 45 chevaux. C'est ça. Voilà, avec une Royal Enfield, a priori, on ne sait pas encore le tarif, il va arriver pendant l'émission. Donc voilà, la W800, ça va être un peu compliqué pour elle, mais on est toujours content de voir une moto classique revenir. Je vais à l'opposé. Les H2, la Kawasaki H2, la fameuse que tu avais essayée au Qatar, si je me rappelle bien, et au Nürburgring aussi. Oui, on avait fait un beau reportage là-bas, un beau voyage. Donc elles évoluent, puisque avant les H2 et H2 carbone étaient à 200 chevaux, ce qui est déjà largement suffisant pour vous décoller le slip sans être vulgaire. Ouais, là, c'est arraché la combi. Bah voilà, 200 chevaux, elle passe à 231 chevaux. Donc là, et Euro 4 aussi, parce qu'elle n'était pas Euro 4, figure-toi. Donc pour ça, ils ont changé le CU, les chambres d'admission, filtre à air. Bon, c'est la même tête, c'est la même gueule. Ils ont changé certains designs de couleurs, des petits logos, le logo Supercharged, là il a changé aussi sur le compresseur. Bon, rien de bien énorme. Ce qu'on note surtout, c'est 231 chevaux. Avec le Ramer, on arrive à 243 chevaux. Donc là, autant vous dire que ça commence à vraiment envoyer grave. Le Ramer, en fait, c'est quand la moto est en marche. Voilà, c'est l'air passé. Alors, chez Kawasaki, ils disent que passer 240 km/h, ça crée une dépression dans l'admission, enfin une surpression, pardon, et qui permet de booster, de faire un effet turbo. Donc ils annoncent quand même, tu passes de 231 à 243 chevaux à 11 500 tours. Donc voilà, on note aussi l'arrivée des édriers, ce qu'ils appellent les Brembo Stilema.
Alors, les Stylema, si vous vous rappelez l'année dernière, la première moto de série à l'avoir, c'était la Panigale, parce que Ducati avait signé un accord de confidentialité. Maintenant, c'est du domaine public, je vais dire, et évidemment, tous les constructeurs, c'est l'évolution du Brembo M50. Donc voilà, feu full LED et tableau de bord TFT. Voilà pour les évolutions de la H2. J'ai pas les tarifs, mais à mon avis, ils font aussi 245 chevaux les tarifs, ça c'est sûr. On a toujours la H2R, elle par contre, elle reste à 326 chevaux à 14 000 tours, donc là on est encore sur une autre planète. Donc voilà, H2 carbone, W800. Autre nouveauté, la H2 SX SE+. Alors la H2 SX SE, je sais pas si vous en rappelez, présentée l'année dernière aussi, c'est la version GT, on va dire, de la H2. Donc celle-là, la H2 SX SE+, ce qu'elle apporte en priorité, elle a des suspensions électroniques maintenant, donc semi-actives. C'est la seule d'ailleurs des H2 SX à l'avoir, puisque les deux autres modèles ne l'ont pas. Elle a une connectivité Bluetooth avec votre téléphone. Alors, c'est un truc assez évolué parce qu'en plus, elle communique avec votre moto, ce principe-là, et ça peut vous donner vos intervalles de révision de la moto, ça vous envoie vos mails. Enfin bon, moi personnellement, je sais que François est assez branché là-dessus. Moi, la moto, j'aime bien être peinard. Est-ce que tu peux la paramétrer sur ton canapé? Non, tu peux pas paramétrer les suspensions, mais tu peux. Mieux alors. Voilà, tu peux recevoir tes mails, tes coups de téléphone et tout, et tes mails sur le tableau de bord. Donc tableau de bord TFT ça aussi, étrier Brembo Stylema, seulement sur la SE+, les autres ont encore les anciens étriers ancienne génération, et ils ont fait sur ces modèles-là un traitement de peinture particulier qui permet que les petits chocs, les petits rayures, ça se voit pas. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, on est toujours à 210 chevaux à 11 000 tours, alors 210 chevaux avec le rameur. Voilà, donc 262 kilos. Alors, par contre, j'ai le tarif de la H2 SX SE+, donc qui est vraiment le haut de gamme de la moto compressée Grand Tourisme. On est à juste en dessous 25 500 €. Donc voilà, là, ça commence à faire super cher. Ensuite, évidemment, il y a les modèles. Il y a la H2 SX et la H2 SX SE, les deux modèles un peu plus bas en gamme. Alors elles ont les suspensions classiques, elles n'ont pas le tableau de bord TFT. Et là, on est dans les tarifs entre 18 et 20 000 €. Donc voilà pour ces H2. Alors oui, il y en a beaucoup chez Kawasaki. Plus proche de nous, la Z400. Ah, la petite. Qu'est-ce que c'est une Z400 en fait? Une Z400, vous voyez, c'est le style Sugomi. Alors, ça commence à dater, moi je pense, le style Sugomi, parce que, mais bon, il paraît que ça plaît, les Z sont comme ça. Donc une Z400, c'est une Ninja 400 décarénée. Voilà, à deux, bien évidemment. 45 chevaux à 10 000 tours, 167 kilos. On reste sur un twin. On reste sur le twin parallèle. Alors ils annoncent 5 700 €, un peu moins de 5 700 €. Elle est donc plus légère et plus puissante. Alors plus puissante que la Z300, c'est normal, mais par contre ils ont réussi à gagner un peu de poids. Il y a un tableau de bord digital avec un indicateur de rapport engagé, et il y a les feux avant-arrière à LED. Donc on est dans la concurrence des petites motos. Bon. Espérons que ça marche, parce qu'ils avaient déjà lancé la Z300 il y a pas longtemps. Ils n'ont même pas gardé un an au catalogue. Le problème, c'est les prix. Ouais. C'est vrai que 5007, un petit roadster d'occasion. Voilà, donc la Z400 qui est une nouveauté, qui est une extrapolation, on va dire roadster de la Ninja 400. Et je finirai par la Versys 1000. Alors la Versys 1000... Le frigo. C'est comme ça qu'ils appelaient la première. Le frigo. Donc vous vous rappelez tous, elle a un look qui était pas terrible, on va pas se mentir, mais c'était une bonne moto. C'était pas un trail, parce que il y avait des roues de 17 pouces et tout. C'était une espèce de SUV à deux roues. Donc ils ont décidé de persévérer, Kawasaki, et de nous proposer une nouvelle Versys 1000. Donc il y a deux modèles, la Versys 1000 et la Versys 1000 SE. Alors comme tu peux le voir, la face avant, tout ça, alors ça reste massif, mais c'est quand même plus sympa. Voilà, c'est plus sympa, mais ça a quand même un look Kawa. On reconnaît un peu une Versys de loin. Alors elle évolue pas mal au niveau électronique, parce que maintenant elle a un cruise control, elle a un IMU. Donc cornering ABS, qui lui permet d'avoir un meilleur contrôle du traction contrôle et de l'ABS en courbe. On peut choisir une selle haute ou basse, elle a une bulle ajustable, elle a maintenant des étriers radio, et elle a une double optique LED à l'avant.
et elle a un cruise control. Donc ça, c'est pour la Versys de base, qui sera proposée moins de 13 500 €. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est quand même une 1000, c'est une vraie routière. C'est en face d'une Africa Twin. Ouais, c'est ils ont fait. Elle est quand même bien équipée parce qu'elle a un IMU par exemple que n'a pas l'Africa Twin. Donc voilà, c'est pas mal. Si vous voulez un truc encore plus GT, encore plus haut de gamme, donc Versys SE, le nouveau modèle aussi. Alors là, elle inclut des modes cartographiques, un tableau de bord TFT, les suspensions électroniques semi-actives, les mêmes que l'on retrouve, enfin les mêmes, le même principe que sur la H2 SX SE. Plus dont j'ai parlé avant. Et elle a, comme pour les KTM, tu sais, quand tu tournes, elle a des lampes à LED. Ouais, le LED cornering. Ouais. D'ailleurs, on le voit sur la photo du modèle SE. Ça lui donne un meilleur look, moi je trouve. Donc voilà, elle a un shifter de double effet aussi qu'il n'y a pas sur la Versys de base. Et il y a aussi une connectivité smartphone, voilà, qui te permet de faire tout ce que tu aimes bien faire. Et poignée chauffante. Voilà. Donc nouvelle Versys. Nouveau look, une version SE plus évoluée. Donc voilà, je finirai pour les sportives. ZX6R qui évolue aussi, là, donc ZX6R qui est en fait une 636, vous le savez tous. Shifter simple effet, mode cartographique, avant elle ne l'avait pas. Elle a un contrôle de traction et elle a un nouveau look avec une double optique LED. Donc voilà, petites évolutions pour la 636. Et ensuite, je finirai par les ZX10R, ZX10RR et ZX10R SE. Alors là, on va dans le super sport. Alors, grosse évolution technique sur ces ZX10. Tout ce qui concerne la distribution. Ouais. Tu me l'avais montré à Cologne, on avait déjà vu les culasses. Donc maintenant il y a une distribution par linguet, donc ça permet moins de poids et de prendre plus de tours. Les fonderies de culasses sont déjà prêtes pour le kit Kawasaki Performance pour les gens qui font du superbike. Donc tu as pu usiner, maintenant les cams, tout ça passe. Et alors le modèle RR, là on va carrément exploser les compteurs. Bielle titane, ce qui est quand même des punkles pour les spécialistes de la technique. C'est 400 grammes de gagné et c'est surtout 600 tours de gagné en régime maxi. Donc ça c'est tour égale puissance. Suspension optimisée aussi pour le modèle RR. Jantes forgées Marchesini pour le modèle RR. Limité à 500 motos, la RR. Donc c'est vraiment pour le gars qui veut faire du stock sport, du superbike, exactement. La SE, c'est le modèle un peu plus touring, si je peux m'exprimer. La SE, elle a les suspensions semi-actives. Donc ZX10R SE, voilà, RR Hypersport et ZX10R normal, version de base. Vous voyez, Kawasaki, cette année, ça a bien bossé. Donc voilà, je te renvoie pour la prochaine marque dont nous allons débattre, mon ami. Écoute, c'est une marque qui a plein de sportives. J'en ai à vous présenter, mais je vais commencer tout de suite par celle qu'on attend depuis 2 ans. C'est la Yamaha Tenere XTZ 700. Alors, tu te souviens, c'était à l'ECMA il y a déjà 2 ans, on l'avait vu, on était waouh, génial, enfin un petit trail sympa, un truc un peu compact. On était parti sur des grosses GS, des trucs très lourds, etc. Et donc celle-là, on l'a attendue. Ils devaient nous la présenter l'an dernier et ça a tardé. En fait, ils ont préféré faire le tour du monde avec plein de pilotes différents. Il y avait Adrian Van Beveren qui l'a pris juste après le Dakar, juste après sa chute. Il était là le jour de la présentation à l'ECMA. Et donc ça y est, là, elle est présentée. Et ben moi honnêtement je suis pas déçu. Je trouve que le look il est très proche du prototype. Ouais. Alors je trouve qu'il est très proche de celles qui font le Dakar en fait. Ouais. Alors tu sais que c'est le genre de moto que j'aime bien. Oui c'est la voilà. donc mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce sera une machine qui sera a priori très agile. Alors au niveau du cadre. Je vais pas commencer à vous parler du cadre en fait, je vais plutôt vous parler du moteur. Ce moteur, c'est celui de la MT-07, donc le CP2, il est connu, ça fait vertical. 75 chevaux, un calage que t'aimes particulièrement, crossplane, on dit même pour les twins, voilà, 7 mètres kg de couple. Donc a priori, on n'a pas les données exactes encore pour ce moteur, mais ça devrait pas trop changer. La partie cycle devrait faire environ 202 kg. Ce qu'ils ont fait, c'est que le cadre, en fait, sur la MT-07, c'est un
le moteur sert d'élément rigidificateur. Et en TT, ça peut pas forcément bien marcher. On sait que c'était une moto assez flexible. Donc en fait, ils ont complètement changé le cadre et ils ont fait un système à double berceau tubulaire en acier. Tu les vois ici, en dessous. Là. Ouais, je vois ça. Mais on reconnaît un peu les carters ce moteur-là. Du CP2, du CP2, on le reconnaît bien. Donc au-dessus, on a un petit réservoir de 16 litres qui est très affiné. On a une selle vraiment type TT qui a l'air hyper dure, hyper plate. Moi, je non, on la voit même pas. Alors, un petit truc noir là. Dans les petites boîtes sur le côté là, j'espère qu'il y aura quelques rangements. Pas de poignée passager donc. Mais non, en fait, on a juste deux petits tétons là pour sangler son bagage et partir en Afrique. Bon, alors, par contre, pour ceux qui font du TT, ils seront contents parce qu'ils ont quand même un vrai sabot moteur, des suspensions qui font 200 mm de débattement. Alors, il y en a, on peut toujours en mettre plus. Il y a des KTM qui à l'époque faisaient 265 mm à l'avant, à l'arrière. Après, il faut pouvoir monter dessus. Là, a priori, elle sera accessible à tout le monde. Ils ont quand même mis une jante de 21 à l'avant, une jante de 18 à l'arrière. Donc ça, c'est parfait pour le franchissement. Tubeless, pas tubeless. Et non, justement, a priori, elles sont pas tubeless. En plus, elles sont équipées de pneus, qu'on a essayé dans un numéro de Moto Magazine il y a pas longtemps. Moi, j'ai fait plus de 10 000 km avec ces pneus. Ils étaient très bien. Mais il faut pas qu'il pleuve. Donc pour le désert, pourquoi pas. Le désert, pardon. Le sable, je sais pas. Enfin, donc voilà, la T7. Mais moi, il y a un marché pour un trail, parce que moi, je suis pas un spécialiste des trails, c'est plutôt François. Moi, je la trouve vachement trop typée. Enfin, pour moi, elle fait vraiment un bécane pour mec qui veut que partir dans les dunes, quoi. Je me vois pas aller bosser tous les jours, alors que pour moi, le trail, c'est quand même quelque chose d'un peu polyvalent. C'est vrai. Alors, dès qu'on s'installe à son guidon, en plus, on est tout de suite dans l'ambiance Dakar. Ils ont fait un petit instrument LCD hyper compact qui ressemble un peu à un GPS, comme si on allait tracer. Alors, il y a un petit support pour mettre un roadbook. Et là, la position haute a vachement été étudiée. C'est quoi la barre, là? C'est une barre pour fixer un roadbook ou un GPS, en fait, ou un smartphone, si jamais tu en as. C'est celle que tu te prenais dans le nez si tu ou alors c'est pour t'accrocher. Non, c'est vrai que c'est une moto qui a vraiment été pensée pour les gens qui ont envie de faire des trucs genre le TET, genre des rally raids. Après, elle est un peu extrême. C'est bien plus extrême qu'une Africa Twin. C'est bien plus léger aussi. Et alors il y a plus d'engouement. Tiger 800 de chez Triumph. Nettement moins confortable. Ça protégera moins. Bon, après, reste encore à l'essayer. Donc mais ce sera TT. Voilà, ce sera très TT, mais c'est quand même une moto qui risque d'être très amusante avec ce moteur. Et une partie cycle quand même assez légère. Donc, ABS déconnectable, bien sûr. Ouais. ABS déconnectable à l'avant, à l'arrière, dans tous les sens. Je sais pas encore s'il y a un contrôle de traction, ça n'a pas été précisé. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a des petits feux à LED à l'avant qui sont préservés. Il y en a 4, il y en a 4. Ouais, il y en a 4. Voilà. Ouais. Donc voilà, dispo en juin. On n'a pas le tarif. On espère qu'il sera sous les 11-12 000 euros. Ouais, ça sera un minimum. Ouais, 12 000, c'est un bon prix pour une petite 700, quoi. Ouais. Bon, allez, on retourne un peu sur ce qui est routier avec. Tu l'as vu? Tu le connais? Je le connais. T'as fait la présentation? Moi, T'as fait quoi avec? J'ai fait la présentation c'est le Niken, Yamaha Niken, vous l'avez reconnu. Enfin, celui-là, c'est le GT. Donc, le Niken qui a été présenté au printemps cette année, qui est assez déroutant. Je vais être honnête avec vous, on y allait presque en rigolant. Et on a été vachement surpris, et je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos que François et moi avons fait sur le Niken. Donc ils sortent évidemment une version, je sais pas comment ils l'appellent. En fait, ça c'est la GT, c'est le Niken GT. Alors ils l'ont appelé la 4 saisons de la moto. C'est comme ça qu'il a été introduit à l'ECMA. Alors c'est pas la pizza. Exactement, oui, en plus. Alors c'est pas comme la pizza, mais en tout cas, ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont rajouté une bulle énorme et puis des valises de 25 litres. Ils ont aussi amélioré la selle. Je sais pas si tu vois, des gros bourrelets sur les côtés, aussi pour le passager. Ça, c'est vrai que c'était un peu limite pour la personne qui était derrière. Donc voilà, il y a des grosses poignées. Pas fan du look, je te le dis tout de suite. Donc en plus la finition béton ciré, ça je sais que t'adores. Ouais, finition. Non, mais ça va être super enroulé, mais
Moi, je trouve que le Niken, il suffisait lui-même. Il a rajouté des valises, une grosse bulle. Moi, je trouve que c'est vraiment... Le Niken, c'est comme ça qu'il est bien, parce que c'est une machine qui mérite vraiment de partir longtemps, partir à deux. Enfin, c'est sécurisant. Je pense qu'on pas rouler sur la neige avec, quoi, mais quand même, tu l'as testé sous la pluie, sur une piste humide, etc. C'est quand même hallucinant. Tomber, mais ça, je vous l'avais pas montré dans la vidéo, parce que bon, voilà, j'étais allé un peu loin et j'avais failli m'en prendre une belle, parce que ça reste quand même un moment, les lois de la... Voilà. De toute façon, ce Niken, non, il n'y a rien. Juste à part valise, de la couleur, valise confort, et bulle. Le prix qu'on n'a pas encore. Ah ouais, bah, vu que le Niken est dans les 15 000, voilà, j'annonce un petit 17, quoi. Tu penses à un 17, ouais, je pense aussi. Ouais. Voilà. En tout cas, bon, il faut aller essayer un Niken. Dans une vie de motard, il faut l'essayer. Tant qu'on l'a pas essayé, on ne sait pas ce que ça donne. Exactement. Et on est agréablement surpris. Et Dieu sait si... moi, je suis assez old school. Quand j'ai vu l'engin, j'ai fait... Oula. Et en fait, c'est impressionnant à rouler. Alors, dans la même veine aussi, la Tracer 700 GT. Ouais. Alors... En fait, elle existait déjà au catalogue. Il suffisait d'aller piocher les options sur le site Yamaha, hop, de faire sa petite configuration, et on pouvait s'offrir cette moto. Donc voilà, maintenant ils en ont fait un pack complet, donc avec les valises de 25 litres, la petite protection, la bulle. Écoute, cette moto, bon, ça fait quelques années quand même qu'on la prend en comparo. À chaque fois, on en est super content. Voilà. Elle gagne, voilà. C'est un peu la bonne à tout faire. La mieux placée. Reste à savoir au niveau du tarif où ça va se mettre. Moi, je pense que la précédente avec les accessoires ça faisait 8800, donc peut-être qu'il y aura une petite baisse, peut-être qu'à 8005 elle partira bien. Et techniquement pareil, ça évolue pas? Non, rien du tout, le moteur bouge pas. Donc ça c'est le moteur de la Ténéré? Exactement. Voilà. Le Ténéré, il y a des chances pour qu'il y ait des petites modifications. D'accord, ok. Au niveau du couple, un trail c'est bien quand on a encore plus en bas, donc ça peut bouger là-dessus. Bon bah ça, best-seller annoncé quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est pas tout chez Yamaha. On parlait de sportif tout à l'heure. On a parlé de la Z400, c'était un roadster. Elle était issue de la Ninja 400. Ouais. Et chez Yamaha, ils ont l'équivalent, c'est la R3. Alors, pas de grosses modifications. C'est toujours le twin parallèle qui fait en fait 300 et quelques centimètres cubes. C'est une fausse 400. Bon, c'est quand même un moteur qui est homologué à 2, qui fait environ 42 chevaux. Il y a une coupe de marque. 42 chevaux. Ouais, quand même. Ouais, il fait bien 42 chevaux. Il y a une coupe avec cette moto en même temps que le Superbike et le Super Sport. Ouais, d'accord. Voilà, elle est plutôt bien placée. Pour la faire évoluer un petit peu, ils ont rajouté une fourche inversée, c'était pas le cas avant. Ils ont changé le carénage pour lui donner un look de M1. Donc, c'est une prise d'air qu'on va devant? C'est quoi la bouche? Ouais, c'est une prise d'air, c'est pour alimenter le moteur. Ok. Voilà. Bon, après, le problème, c'est qu'en France, ces motos-là... les marchés, c'est compliqué quoi, parce que c'est une super moto pour débuter la piste plutôt que d'acheter une R6, une R1 et pas trop la maîtriser. Autant prendre ça, aller aux limites de cette machine. Il y a des super coupes de marque, ça coûte pas très cher. D'accord. Donc honnêtement, moi perso, si je devais faire une coupe de marque cette année, je choisirais cette moto. D'accord. Voilà. Bon, moi je pourrais pas. Oui, alors c'est vrai qu'elle est petite. On n'a pas de tarif sur celle-là, mais on a encore une surprise chez Yamaha. Alors ça concerne la série Faster Son, c'est les motos un peu old school. Ah, mais alors tu reconnais pas la XSR 700? Maintenant que c'est bizarre quand même, ça ressemble. Et celle-là c'est la X Tribute. Alors XT Tribute, pourquoi? Je te laisse deviner de quel modèle. XT 500. Ouais. Modèle 81 même. C'est ça. Avec c'est space quand même. C'est difficile parce que avec ces coques de réservoir en plastique, bon, on peut les peindre, on peut leur donner un coloris, mais ça refera jamais un beau réservoir en aluminium. Alors malgré tout, ils ont quand même fait des efforts. Ils ont fait un grand guidon qui devrait quand même pas mal changer la position de conduite et le feeling. Jantes dorées, pas mal aussi. Ouais, alors on aurait préféré des jantes à rayons, mais bon, on a des jantes de 17. C'est spécial, mais bon. Ils ont quand même mis les pneus qui vont bien pour faire un petit peu de TT. Et puis cet échappement qui, à mon avis, sera quand même optionnel à vérifier, mais cet échappement qui passe par le haut. Faire genre XT500. Puis la selle qui va loin, là, en bout de selle. Garde-boue blanc, je vois ça, là, comme une XT. Bon, après, voilà quoi. Voilà. XT Tribute. Que je préférais la XSR 700 en version Kenny Roberts qu'ils avaient sorti il y a 2 ans, là, la jaune avec les bandes. Je sais pas. À voir. Alors, ça c'était pour Yamaha, c'est terminé. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer? BMW.
Là, il y a du lourd. Il y a du lourd cette année. Alors BMW. Alors voilà. Je vais sortir un peu quelques clichés rigolos. Alors BMW, donc cette année, vous avez déjà présenté. On a même déjà essayé la R1250 GS, puisque la grosse nouveauté sur les Flat Air, c'était ce fameux moteur Shift Cam. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc ce moteur 1250 Shift Cam, il est décliné sur toute la gamme des R. Donc maintenant on a la R1250R, vous savez le Roadster. On a la R1250 RS et on a la R1250 RT. C'est la GT qui avait été présentée en même temps que la GS. Donc voilà pour l'essentiel. Donc la gamme R s'équipe du 1250 Shift Cam. Et de couleurs pour le moins c'est osé ce qu'ils ont voilà tu regardes par exemple la RS. Alors je sais pas si tu te rappelles de cette couleur, la première S1000 RR, quand il avait présenté à Portimao, il y avait ce vert là, c'était ce vert là, ça avait un peu surpris les gens. Ils avaient vite enlevé cette couleur, mais il devait rester des pots de peinture en stock. Voilà. Et donc, ils ont fait une R 1250 RS avec ce vert des. Moi, celle que j'adore, c'est la marron. C'est pas le pire parce que elle existe aussi. Alors, vous la voyez ici. Moi, je l'ai amenée ici. Elle existe dans une couleur super bizarre. C'est un marron avec des liserés un peu jaunes. Bon, je pense. On n'y est pas habitué, c'est peut-être pour ça que ça nous choque un peu. Mais ce qui est sûr, c'est quand on monte sur cette moto, on n'est pas déçu. Non, c'est une route. En fait, comme pas mal de motos, elle a un look particulier. En France, la Sportivo GT, ça marche plus. Ouais. Mais pourtant, la R1200 RS, parce qu'on n'a pas encore essayé la 1250, c'est une machine à rouler incroyable. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut passer outre les couleurs. Moi perso, si je devais choisir, je prendrais quand même la verte là, que je trouve assez sympa. Donc voilà. La R1250R, elle a un coloris, comme vous pouvez le voir là, le BMW M Power. Donc elle est assez sympa. Donc voilà pour l'essentiel des R. Ensuite, on nous a présenté aussi en début d'année les nouvelles F750 et F850 GS. Et ben ça y est, cette année, la F850 GS est déclinée en version Adventure. Donc voilà. Combien de litres le réservoir? 23 litres. Ah, c'est bien. 550 km d'autonomie. C'est mieux que les 15 litres de l'autre. Hein. Et l'autre était effectivement à 15 litres. Ouais. Donc voilà, jambe de 21 pouces évidemment pour aller barouder. Toujours 95 chevaux à 8250 tours. 244 kilos pour cette version Adventure. C'est lourd. Alors, prix de base, tiens. Je te essaye de deviner. À combien? 100, parce que tu connais la politique BM. Avec ou sans pack? Sans rien, prix de base. À combien tu la verrais? 15 500? Non. 13 300. Ah, ça part bas. Ouais, ça part bas. Ouais, ça s'aligne sur la frégate. Voilà, il y a quand même une bulle haute, protège-main de série sur ce modèle-là. Donc voilà pour la F850 GS Adventure. Protège Carter aussi. C'est étrange. On peut le voir. Les pièces en aluminium qu'ils ont posées là le long du réservoir. Ouais, c'est le look, on va dire, qui est comme ça, quoi. Elle est 15 kilos plus lourde que la GS de base. En TT, ça peut compter quand même 15 kilos. S'ils sont mal placés. La selle est pas un peu plus haute aussi, non? Non, je crois pas. Je crois que la selle. Mais chez BM, tu as une selle et en option, tu peux avoir une extra basse ou une extra haute. Donc voilà. Et vous voyez, il y a protège Carter et porte-paquet de série. Donc voilà pour l'essentiel. Et ensuite, The Beast of the Show pour BMW. Enfin, la S1000 RR. Alors là, attention. Parce que la S1000 RR en millésime 2019, c'est carrément un truc de ouf. Je te le dis tout de suite. Alors, 207 chevaux. Donc, alors, je sais pas si vous avez remarqué, déjà les 200 chevaux, la barrière elle est explosée. À 13 500 tours, 197 kilos tout plein fait. Donc, on est sous les 200 kilos. Donc, plus de chevaux que de kilos. Donc, ça c'est un truc de fou. Prix de base, ça me pique un peu là. 19 200 €. Sans rien. Donc par rapport à l'ancienne S1000 RR, la première chose que vous voyez, c'est l'esthétique. Fini le look asymétrique. Tu te rappelles, elle louchait un peu. Ouais, puis je trouvais ça charmant. Moi aussi. Et elle avait les carénages qui étaient différents gauche-droite. Là, ils sont un peu rentrés dans le rang, tu vois. Daylight, running light, double optique. Je trouve qu'elle a quand même un petit quelque chose de Ducati. Hein. Moi aussi. Mais bon, à un moment, ils sont bien obligés de. C'est vrai qu'à un moment, ils étaient un peu obligés d'arrêter. Puis ce look-là, asymétrique, il a presque 8 ans. Donc à un moment. Mais les mecs qui aiment ces motos-là,
à la limite, le look, ils sont... Ouais. Voilà. Parce que là, elle fait 8 chevaux de plus que l'ancienne S1000RR, 11 kilos de moins. Et elle a surtout, alors ça c'est un truc incroyable, le shift cam, comme sur les boxers. Ils l'ont mis sur le 4 Ils l'ont mis sur le 4 cylindres. Mais alors, moi je me suis dit, merde, attends, un shift cam, parce qu'un boxer c'est simple à comprendre. Vous avez un arbre à cam qui gère que les soupapes d'un cylindre. Là, vous avez un arbre à cam qui gère les soupapes de 4 cylindres. Donc l'arbre à cam, techniquement, il est large comme ça. Donc un shift cam là-dessus, j'ai étudié le truc, ils ont fait un système, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous invite d'ailleurs, je vais faire une vidéo rapidement demain sur ce shift cam 4 cylindres parce que c'est juste incroyable. Franchement là, j'étais bouche bée tellement c'est d'ailleurs même quand on regarde, tu vois, le dessin de l'arbre à cam, même comme ça on a un peu du mal à comprendre. Donc voilà, donc ils ont ce shift cam là, pourquoi ? Parce que ça offre plus de 10 mètres kilos de couple, de 5000 tours à 14 000 tours. Donc on a une crête de coupe de fou. Après il y a les chevaux qui arrivent. Donc ça c'est un... Enfin moi moi j'adore la technique. Là j'ai dit ils sont allés super loin quoi. Ça se déclenche à 9000 tours, le shift cam sur ce 4 cylindres. Donc voilà. Alors il y a aussi un truc assez incroyable. Vous savez que sur les hypersports on commence à mettre sur les soupapes d'admission des soupapes en titane. Là ils ont fait encore plus fort BMW. Non seulement elles sont en titane, mais en plus elles sont creuses. Donc voilà, je sais plus où est-ce qu'ils vont s'arrêter. Et il y a un truc très drôle qui n'a rien à voir avec la moto. Il y a un démarrage en côte de série. Tu sais, comme sur une grosse GT. Ça peut servir. Ouais, mais bon, voilà, il y a ça. Donc après, le châssis est plus compact. Le moteur fait beaucoup plus partie à la rigidification générale de la moto, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était possible. Donc du coup, ils ont pu alléger encore le cadre. Angle de chasse plus fermé. Par contre, l'empattement a été rallongé de 9 mm. Et il y a un nouveau bras oscillant, tu sais, comme sur la R1 là, avec un renfort inférieur. D'accord. Voilà, donc il donne de banane inversée. Ouais, c'est ça. Ouais. 300 grammes de gagné sur cet arbre à cam. Nouvelle géométrie de suspension, tube de fourche. Alors plus petit, avant c'était 46, maintenant c'est 45. Ils ont réussi encore à alléger. Tu veux dire qu'ils ont changé le diamètre de la fourche? Ouais, tube de fourche, mais en général c'est toujours de l'inflation. Ouais. Là ils l'ont réduit d'1 millimètre. Ouais. Voilà. Tableau de bord TFT 6 pouces et demi. On peut avoir les suspensions DDC semi-actives. Et on a, comme il y a l'IMU bien sûr, mais ça il y avait sur l'ancien modèle, on a un truc rigolo tableau de bord, on a un accéléromètre, un freinomètre et un capteur d'angle. On voit son angle. Voilà, qu'on avait aussi sur l'ancien modèle. Donc nouvelle ligne, éclairage full LED. Et aussi on a des packages disponibles. On a le M package, alors c'est un look racing, et on a surtout le Race Package Pro. Bon là c'est pour les accros du slider, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, donc cette S1000RR, plus légère, plus puissante, un moteur shift cam, donc vous verrez la vidéo, c'est assez incroyable. Soupape titane, enfin c'est vraiment la totale. Prix de base, 19 200 €. Sans les packs. J'ai entendu un petit donc voilà, mais là on est dans le voilà quoi, la S1000RR elle a évolué, mais heureusement parce qu'il y a du lourd aussi dans les hypersports. J'ai parlé des ZX10R, on vous parlera de la nouvelle Panigale tout à l'heure. Donc voilà pour BMW, donc R1250, toute la gamme R qui passe en 1250, une F850 GS Adventure, une S1000RR complètement revue. Voilà pour l'essentiel.